OK. Bon, Bon du courage. coup, merci. Bon, du coup, on va commencer, par, l'atomistique. C'est des cours qui sont c'est les premiers cours de la fac et c'est des cours qui sont pas très évidents à prendre en main, au tout début, et c'est justement pour déstabiliser un peu tout le monde. Mais, en vrai, les QCM, c'est toujours la même chose, quoique, cette année, ça a pas forcément été la même chose, mais bon, c'était un peu spécial. Et c'est toujours des trucs assez simples, en vrai. C'est des trucs qui sont assez basiques. Donc le premier cours, c'est l'atome, classification périodique des éléments, représentation et configuration électronique, structure du noyau. Donc il va se scinder en 4 grandes parties. De quoi est constituée la matière? C'est assez simple, normalement on l'a tous vu et c'est à votre programme aussi. Quelle est la structure de l'atome? Pareil, c'est un peu du vu et revu. La structure au niveau, pardon, des électrons et la classification périodique, donc ça, c'est le tableau et comment, en fait, est structuré le tableau et quelles sont les conséquences sur les propriétés des atomes. C'est un peu pareil, ça découle du tableau et ça nous parle des liaisons entre les atomes. Donc tout d'abord, on voit que les constituants de la matière sont les cristaux et les molécules. Donc ils ont une dimension qui sont assez variables. On a, hem, une énergie de dissociation qui est en joules. Et ils sont formés, d'atomes. Bon, c'est assez classique, c'est juste des définitions en gros. On a des atomes, du coup qui sont à peu près aux alentours de 10-10 mètres. Donc c'est à peu près on les classe sur une échelle. Les noyaux qui sont à peu près autour des 10-15 mètres. Les hadrons qui font partie en gros, des constituants des atomes et du noyau, qui sont en 10-15 mètres, pareil, qui sont classés en méson, 2 quarks, et en baryon, qui ont 3 quarks, et les fermions, qui sont des particules élémentaires, de 10-18 mètres. Donc on a d'abord les leptons, avec les électrons et les neutrinos électroniques, et les quarks, qui sont de 6 types différents. Ce sont les plus petits, mais on ne parlera pas forcément de quel type, de quarks, est composé, par exemple, un neutron. Donc la structure de l'atome, c'est assez simple. On a des nucléons, donc les neutrons plus les protons, qui constituent, le noyau, qui sont reliés entre eux par des forces qui sont très, très fortes et il faut bien le retenir pour tout l'UE1. Ce sont des forces, des liaisons qui sont extrêmement fortes, les plus fortes et qui occupent un volume extrêmement petit, autour de 10-15 mètres. Encore une fois, ces forces, il faut bien comprendre que ce sont les plus fortes, ces forces nucléaires. On ne peut pas avoir plus fort et ça va revenir comme piège très, très souvent, est une liaison forte au lieu de très forte, faut mettre faux, est une liaison faible au lieu de très forte, pareil, il faut mettre faux. Ou volume extrêmement grand, genre, 10-10 mètres, c'est assez grand pour un noyau, c'est faux, c'est 10-15. Donc l'essentiel, de la masse est représenté dans le noyau, de la masse de l'atome bien sûr, est représenté dans le noyau, c'est environ 99,9 quelque chose comme ça. Et donc les électrons, on va dire qu'ils sont, on va dire que les atomes sont indépendants de la masse de l'électron. C'est un peu faux, mais dans ce cours, on accepte que c'est vrai. La masse du proton et du neutron sont quasiment égales et on va les nommer une unité de masse atomique, UM. Donc on connaît tous, ce petit dessin là, cette case avec, le numéro A, le symbole et le nombre de protons. S'il vous plaît, coupez le micro, je sais pas qui a le micro, merci. C'est pas quelqu'un qui a hop. Du coup, donc on connaît tous ce petit symbole. On a X, le symbole chimique de l'élément, par exemple O, OR, AUR pardon pour l'or, O pour l'oxygène, et cetera, C pour le carbone, et cetera. Avec A, le nombre total de nucléons, donc protons plus neutrons, et Z, le nombre de protons. Alors, normalement, on va pas piéger sur le nombre de nucléons,
sur le nombre de protons, on peut. Par exemple, on met, 18, le carbone avec Z égale 18, ça on peut piéger dessus, mais le nombre de nucléons, on va pas vraiment, être pointilleux dessus, dans le concours. Et pareil, on a, un même élément chimique qui peut être constitué de plusieurs, isotopes, donc on va varier le nombre de neutrons. Par exemple, le carbone 14, au lieu du carbone 12. Donc B, les électrons. Les électrons, en fait, ils vont, entourer le noyau et ils vont former un nuage électronique. Donc il va être constitué de plusieurs particules chargées négativement, les électrons, de charge moins E, parce que c'est une charge négative, qui est de signe donc opposé au proton, qui lui a une charge plus E. Donc le nombre d'électrons dans l'atome est égal au nombre de protons. En fait, c'est la neutralité électronique, quand on y pense. Il faut qu'un atome et pas un ion, un atome doit être neutre. Et neutre, ça ne veut pas dire A, divisé par 2 égale Z. Ça veut, ça veut bien sûr dire que Z, le nombre de protons, il est égal au nombre d'électrons. Donc la masse de l'électron, elle est 1800 fois plus faible que celle du proton. Ça, on piège assez souvent dessus, si je me rappelle bien des annales. On piège souvent dessus. Des fois, ils mettent plus forte, des fois, ils inversent, les 2, des fois, ils mettent, autre chose que 1800. Il faut bien s'en souvenir. Donc la masse de l'atome est principalement contenue dans le noyau, ça on l'a déjà dit. Le cours se répète un peu souvent, là-dessus. Les électrons, ils sont maintenus autour du noyau par des forces électrostatiques qui sont des forces assez fortes, mais assez faibles aussi. On n'en parle pas trop dans ce cours, mais c'est pas, les forces les plus intéressantes et on va surtout se concentrer quand on va poser une question sur les forces, on va surtout se concentrer sur les forces nucléaires, fortes ou faibles. Les électrons possèdent chacun un niveau d'énergie précis, quantifié, caractérisé de l'atome considéré. Ça, c'est une définition, il faut l'apprendre par cœur. J'ai pas souvent vu des pièges dessus, mais bon. C'est, l'énergie présente dans les atomes. Donc en physique nucléaire, l'unité merde, pardon. En physique nucléaire, l'unité, courante d'énergie est l'électronvolt. Donc 1 eV, c'est, 1,602 10-19 joules. Et toute la masse du proton a été convertie en énergie. 931 millions d'électronvolts, donc MeV, seraient libérés. Donc ça, c'est pareil, c'est des définitions, il faut un peu les apprendre. L'énergie liant les nucléons au sein d'un noyau varie suivant les atomes de 1 MeV à 8,5 MeV. Pareil, il y a quelques pièges dessus, on inverse les 2 chiffres, enfin, on change les chiffres, on met un petit m au lieu d'un grand M, ça c'est hyper important. Il faut bien remarquer que c'est un grand M qui veut dire méga et pas un petit m qui veut dire milli. Et pareil, les énergies, des électrons, hem, d'un électron au repos est de 0,51 MeV. Et encore une fois, le M, c'est un grand M et pas un petit m. Donc la structure électronique et classification périodique des éléments. Donc quand un électron de l'atome d'hydrogène, par exemple, est passé dans un état excité, le retour fondamental de l'émission d'un rayonnement, le retour à l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement. Donc, vous savez, c'est, cette formule, on a par exemple, tout un étage, ah je l'ai un peu, on a tout un étage, heu, EF et EN. Normalement, ça vous l'avez vu en terminale avec, je dis une bêtise, là c'est -1 et là c'est -2 et il doit gagner exactement le bon, la bonne énergie. Donc là, par exemple, 1 électronvolt, il doit gagner exactement 1 électronvolt pour passer à l'état excité. Bah,
Du coup, là, c'est pareil dans ce cours, ça diffère pas trop de la terminale. On nous dit que quand un électron de l'atome H est placé dans un état excité, le retour s'accompagne de l'émission d'un rayonnement. On a l'analyse de ce d'un rayonnement, qui constitue un spectre d'émission qui est caractéristique de l'atome H. C'est-à-dire qu'il va être unique pour chaque atome et chaque spectre d'émission va pouvoir être relié à un atome. Et il est composé de séries de raies, donc voilà. Une transition d'un niveau d'énergie EP vers un niveau d'énergie EN avec P qui est supérieur à N, c'est ce que je vous ai dit, ça s'accompagne forcément de l'émission d'un photon ayant une énergie, qui est exacte et qui va être égale à h nu, qui est donc égal à h fois c sur lambda, avec c la vitesse de la lumière et lambda, la longueur d'onde de cette, de l'émission, donc de ce photon. Donc ça va être égal à EP moins EN, donc c'est, vraiment l'intervalle entre les 2. Donc les niveaux d'énergie d'un atome polyélectronique. Donc qui a plusieurs électrons. Donc là, c'est normalement ce que vous avez vu en terminale, c'est on a par exemple l'état d'un électron d'un atome, il va être décrit avec 4 nombres quantiques. Donc le nombre quantique principal n, donc strictement positif, de 1 à plus l'infini. Il va jamais être égal à 0 puisque la couche 0 ça peut pas exister, ça va être le noyau. Ça va être le oui c'est ça, ça va être le noyau, pardon. Donc on aura n égale 1, n égale 2, n égale 3, et cetera. Le nombre quantique secondaire, ça va être un entier positif qui va avoir une valeur bornée, maximum, n-1. Donc par exemple, si on a n égale 1, L il va être égal à 0, donc on a un couple NL qui va être 1, 0. Ce couple va caractériser une, sous-couche électronique. Donc par exemple, on va avoir ça va être une sous-couche qu'on va appeler S. Ça va être, comme vous l'avez vu normalement, ça va être, la première S1, ça va être la première couche, qui respecte la règle du Dewey, et cetera, et cetera. Donc le nombre quantique magnétique, qu'on va appeler orbital, ML, c'est un entier, relatif tel que il va être compris entre moins L et L. Donc L, par exemple, s'il est égal à 2, il va être compris entre -2 et 2, donc il va prendre les valeurs 2, enfin -2, -1, 0, 1, pardon, 1 et 2. Donc il va prendre 5 valeurs. Ça, c'est assez important à comprendre. Le M, il va pouvoir prendre plusieurs valeurs entières, donc comme on le voit là, ça va être des valeurs entières, mais qui sont compris entre -L et L. Et le nombre magnétique de spin, qui va caractériser l'état quantique d'un électron, pardon, qui va caractériser l'état, de translation d'un électron. Donc en gros, c'est s'il va tourner comme ça ou dans ce sens, enfin en bas ou s'il va tourner en haut. En gros, ça va être à peu près ça. Donc quand c'est positif, c'est en haut, quand c'est négatif, c'est vers le bas. Donc un quadruplé N, L, M, L, M, S caractérise l'état quantique d'un électron. Piège classique, on prend cette phrase et au lieu de mettre le quadruplé, on va mettre le comment on dit déjà? Le couple NL. C'est faux. Ou alors on va juste mettre N, c'est faux. Ou alors on va juste mettre MS, c'est faux aussi. Ou ML, et cetera, c'est faux. C'est le quadruplé qui va caractériser l'état quantique d'un électron. Donc encore une fois, c'est avec les cases quantiques. Vous m'arrêtez si vous l'avez pas fait les cases quantiques par contre. Est-ce que vous les avez bien faites? Non? Oui. Non. Vous avez pas fait les cases? Ah. Bon, en fait, les cases quantiques, on va le voir en orbital. En gros, on va prendre un électron
et on va l'associer à une case. Par exemple, pour l'atome, d'hydrogène, on va avoir 2 électrons qui ont un spin qui est forcément différent par des règles qu'on va voir, un peu après. Je vais faire la démonstration après qu'on ait vu les règles de Pauli et cetera. C'est peut-être un peu plus intelligent. Donc l'énergie d'un atome est quantifiée, l'énergie d'un niveau électronique dépend du couple NL, donc c'est le couple, le nombre quantique principal et secondaire, et une sous-couche est associée à 2 plus une orbite ou orbitales atomiques de même énergie qui sont dites dégénérées. Donc dégénérées, même énergie. Voilà, et on va voir 3 règles fondamentales, en fait, qui vont nous permettre de remplir ces cases quantiques. Donc le principe de Pauli, qui dit que, dans un atome ou dans un ion, 2 électrons ne peuvent posséder les mêmes nombres quantiques simultanément. Donc il y en a forcément un qui va différer. Donc si c'est pas les 3 premiers, c'est le dernier, et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que dans une case quantique, on ne peut pas avoir 2 éléments qui ont un spin positif. Donc c'est ce que je vous ai dit, spin positif en haut, spin négatif en bas. Dans une case quantique, on peut mettre que 2 électrons et on ne peut pas en mettre 2 qui sont positives, de spin positif, pardon, ou 2 de spin négative. Il faut forcément avoir un négatif et un positif. La règle de Kleshowski, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la configuration électronique d'un atome, dans l'état fondamental, est obtenue en remplissant les niveaux d'énergie par ordre croissant. Donc ça va surtout être pour la partie orbitale. On va pas trop regarder exactement ce que c'est. Et la règle de Hund, quand 2 électrons sont dans des orbitales atomiques dégénérées, donc de même énergie, encore une fois, appartenant à une même sous-couche, la configuration la plus stable est celle qui correspond au nombre maximum, magnétique, de nombre quantique, magnétique total de spin maximal. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué pour dire un truc qui est vraiment simple. En fait, la somme, par exemple, dans les orbitales s qui vont être considérées que d'une case, on va avoir, heu, un spin de +1/2 ou de 0. Donc là, pareil, c'est S. Et dans les orbitales p, par contre, on va devoir remplir les cases quantiques de cette façon. Donc dans l'ordre, +1/2, +1, +1,5, +1, +0,5 et 0. On peut pas avoir quelque chose qui va être négatif et on veut toujours quelque chose qui est maximal, donc on va bien le faire d'abord dans cet ordre: 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, maintenant vous me dites qu'il y en a pas beaucoup hem, qui ont fait, orbital. Je vais voir si j'ai pas qui ont fait des orbitales atomiques, ouais, c'est ça. Non, vous le faites en tout début de terminale. C'est un peu chiant. Juste 2 secondes, je regarde si j'ai pas un document pour vous le montrer facilement. J'ai rien sur mon téléphone. Je vais prendre le cours peut-être, c'est plus non, sur le cours, il y a pas. Bah, en fait, sur orbital, normalement, on va avoir sur le polyorbital, normalement, on peut le montrer assez facilement. Vous voulez qu'on le fasse après ou qu'on le fasse, direct maintenant? Merde.
Vous voulez qu'on le fasse après, que je vous montre comment on remplit les cases quantiques et cetera? Après, ou vous voulez qu'on le fasse maintenant, direct? Bah, faut faire le mieux. Non mais C'est mieux maintenant, je pense. OK. Moi, j'ai juste une question, c'est quoi un spin? Alors, en gros, un spin, ça va être la façon dont un électron va, processer, donc, en gros, l'électron, il va avoir un mouvement de translation. Je sais pas si tu sais ce que c'est un mouvement de translation. En gros, il va bouger comme ça. Il va aller d'un endroit A à un endroit B. Il va avoir ce mouvement de translation plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas s'il est négatif. Après, franchement, tu dois juste retenir plus un demi vers le haut, moins un demi vers le bas. C'est tout ce que tu as à retenir, hein. Quand c'est négatif, c'est vers le bas, quand c'est positif, c'est vers le haut et c'est un peu compliqué à décrire. Je vais juste prendre le polyorbital. Et c'est plus au programme ou c'est juste que vous l'avez pas encore fait? Je pense qu'on l'a pas encore fait. OK, OK, c'est bizarre. Parce que moi, je sais que l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, on l'avait fait genre, 1er cours. Voilà, ça, vous l'avez pas fait? Je sais pas Non. si vous voyez bien. Mmh, Bon, alors on va le faire, hein, simplement. Pas le choix. Juste on finit simplement la classification des éléments et après on le fait, plutôt rapidement. Donc pour les propriétés des atomes, on va avoir une conséquence, on va avoir plusieurs conséquences, donc on va avoir des propriétés chimiques et magnétiques et on va avoir des propriétés de structure dans le tableau en lui-même, hein. Donc les électrons de valence sont, les électrons de la couche pardon, les électrons de valence sont les électrons de la couche la plus externe, en fait, donc qui a le N le plus élevé, qui sont le plus loin de l'atome. Pourquoi c'est eux les électrons de valence? C'est parce que vu qu'ils sont plus loin, ils ont une liaison, électromagnétique qui est moindre avec notre atome, donc on va avoir, une facilité à les décrocher de l'atome et en faire un ion ou en faire une molécule. Donc ces électrons, ils sont «faiblement liés», entre guillemets, hein, faiblement, au noyau et oui, ce sont eux qui sont, arrachés lors de l'ionisation de l'atome et cetera. Donc c'est ce que j'ai dit. Ah oui, un atome, donc ça c'est une définition qui est assez importante. Un atome ou un ion est diamagnétique, donc si la somme totale de ses spins est 0, donc si tous les électrons sont appariés. Donc appariés, ça veut dire avoir tous les électrons dans des cases quantiques, en fait. Dans les cases quantiques qui ont 2 électrons. On va le voir, après dans le cours orbital et il est paramagnétique si la somme totale, des spins est différente de 0, donc s'il possède au moins un électron non apparié. Donc structure de la classification périodique, donc on va avoir des lignes qu'on va appeler des périodes et comment ça s'appelle? Et des colonnes qu'on va appeler des familles. Donc voilà, en gros, c'est à peu près tout, tout ce qu'on a sur, ce cours. On peut aussi parler des liaisons, c'est, fait en toute fin de ce cours, mais c'est un peu complexe, donc je préfère un peu passer. Vous le verrez plusieurs fois ce cours. Normalement, vous êtes censés déjà un peu l'avoir vu.
D'ailleurs, j'aurais dû poser cette question avant, mais qui a vu ce cours, qui a vu, le 1er cours d'atomistique au moins ici? Perso, moi, je l'ai vu. Moi aussi. Moi Moi aussi, je aussi. l'ai vu. Moi OK, aussi. OK. Moi Mais aussi. du coup, il y a personne qui s'est demandé c'est quoi les couches électroniques et cetera, les orbitales atomiques? Comment vous avez fait en fait pour l'apprendre, réellement? Allô? Il y a personne qui veut répondre ou? Il y a personne qui veut répondre? Bon, OK. Tant pis. Du coup, donc ça va être le cours le plus chiant, je pense, du début d'année. C'est le cours orbital. Tout le monde, fuit et fait que les QCM quasiment, de ceux que je connais. En fait, les QCM reviennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. Il suffit d'apprendre un simple tableau que je vais vous envoyer, à la fin, si j'y pense. Je vais vous envoyer le tableau, c'est un récapitulatif, il est extra. Il y a toutes les questions anales dedans. Ils changent jamais les questions, à part, si, comment, à part cette année, voilà, où il a changé les questions, mais c'était pas une difficulté de fou. Il faut juste avoir lu une fois ou 2 ce cours pour y répondre et en fait, le problème de ce cours, c'est que c'est un truc assez abstrait, qu'il y a pas mal de par cœur. Regardez, il y a pas mal de par cœur, de formules à apprendre qui sont un peu barbares, on va dire, surtout celle-là, là, qui est déjà tombée, hein, plusieurs fois et il faut l'apprendre, du coup, c'est un peu chiant. Mais encore une fois, c'est un cours qui est donné en tout début pour, faire entre guillemets «peur» un peu et c'est vraiment pas, c'est une question ou 2 questions maximum. L'atomistique, sur 30 questions, c'est rien du tout. Faut faire juste parce que tout le monde va faire juste quasiment et c'est un peu ce qu'il faut vous dire, vous avez 1 an d'avance déjà sur ce cours, vous allez faire juste, au concours et c'est pas parce que vous maîtrisez pas ce cours à 100 surtout celui-là, que vous pouvez pas répondre aux questions. C'est totalement faux, il faut juste comprendre à peu près les concepts et à peu près, comment ça marche. Donc le cours commence par un petit peu d'histoire. Il nous dit que le modèle quantique de Bohr, c'est le premier modèle entre guillemets qui avait été inventé pour les orbitales et bah, il était insuffisant en fait. Il permet, pas de connaître l'orientation géométrique, d'un atome ou et d'une liaison chimique. On ne connaît pas la différence de comportement entre les liaisons. On ne connaît pas l'équivalence des liaisons dans certaines structures et cetera. Le paramagnétisme de certaines molécules, on ne les connaît pas à cause de ce modèle. Donc on va le compléter par le modèle ondulatoire. Donc c'est le modèle quantique qui est complété par le modèle ondulatoire. Il faut faire attention, ça c'est un piège courant, il inverse les 2. Vous mettez vrai parce que la phrase, pardon, elle vous semble correcte. C'est faux. C'est le modèle quantique est complété par le modèle, ondulatoire ou le modèle ondulatoire complète le modèle quantique. Et il faut bien comprendre que selon le modèle quantique, l'électron, c'est une onde et une particule. On parle de dualité onde-corpuscule. Donc, l'électron va avoir des propriétés qui sont celles d'une onde, mathématiquement et physiquement. Donc le modèle, ondulatoire de l'atome, il est fondé, donc sur le fait qu'à toute particule en mouvement, on peut associer une onde électromagnétique de longueur d'onde lambda égale h m sur v. Donc, heu, c'est quelque chose, normalement, c'est une formule que vous devez déjà connaître et malheureusement, dans ce cours, il faut connaître la valeur, de la constante de Planck. Donc lambda égale constante de Planck sur mv, avec v la vitesse de la particule. Vraiment ça, vous devez le savoir.
Donc l'électron, encore une fois, c'est une onde et une particule. Donc le modèle ondulatoire de l'atome va nous dire que l'onde électromagnétique, c'est une onde stationnaire. Donc qu'est-ce que c'est une onde stationnaire? C'est une onde où tous les points, entre guillemets, passent en même temps par leur position d'équilibre et par leur position extrême. Donc en gros, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont intéressés par le quantique. Mais en gros, c'est ce qui permet dans un ordinateur quantique de faire prendre plusieurs chemins à un électron. En gros, à cause de ça, à cause du fait que l'onde électromagnétique, c'est une onde stationnaire, on ne va pas vraiment pouvoir calculer vraiment la position, on va calculer une probabilité de position. Et c'est Schrödinger qui va faire tout ce travail. Donc son amplitude est une fonction mathématique qui est appelée fonction d'onde ou orbitale. Donc je ne sais plus c'est quoi cette lettre bizarre, qui est égale à f, x, y, z. Et la valeur, truc bizarre, psi, je sais plus vraiment comment on dit, psi, valeur absolue de psi carré, donc ça va être un module, en un point détermine la probabilité, comme je vous le disais, de trouver l'électron dans un volume dV autour de ce point, d'où dP égale, psi carré fois dV. Faut pas oublier la valeur absolue, même si on nous le marque pas, heu en fait, c'est hyper important et il piège quelquefois dessus. Si je dis pas de bêtises, il a déjà piégé en anal dessus et je sais qu'en tout cas dans les écuries, ça piège tout le temps dessus et dans certains QCM aussi, sur Objectif Pass ou dans les QCM qui envoient Dan, il y a pas mal de pièges dessus. Après, c'est pas forcément, le meilleur des pièges. En vrai, c'est un peu bâtard quand on y pense. Donc le module, de phi carré représente, la densité de probabilité de présence d'un électron au point considéré, c'est la densité électronique. Donc comme je vous l'ai dit, à cause du fait que ce soit une onde stationnaire, on ne peut pas calculer réellement la position, mais on peut calculer une probabilité de présence, une probabilité de position et par exemple, on va avoir un nuage de probabilité. On voit que ici, il y a pas beaucoup de points, alors que ici il y en a énormément. Donc on va avoir une plus, forte probabilité de se trouver sur ce point plutôt que sur celui-là, par exemple. C'est tout ce que dit en fait Schrödinger. Donc selon le type d'orbital, la variation de densité électronique dans l'espace, entourant le noyau est différente. Donc on va voir, on a plusieurs types d'orbitales. Parce qu'il ne faut pas oublier que les orbitales, c'est quelque chose qui va se classer en fonction de l'énergie. Ce sont encore une fois les 3 règles qu'on avait vues, règles de Klashowski, de Pauli et de Hund. Donc donc on a une probabilité de présence qui décroît toujours au-delà d'une distance de l'ordre de grandeur du rayon atomique. Ça, c'est une phrase qui est importante parce qu'il y a toujours des pièges sur décroître ou sur rayon atomique. Des fois, on met diamètre atomique. Alors moi, je le compterais vrai. Moi, je le compte vrai au concours parce que diamètre et rayon, c'est le même ordre de grandeur. On est sur du 10 puissance, moins 10 ou 10 puissance moins 15. Qu'on fasse diviser par 2 ou fois 2, c'est la même chose pour moi. Donc moi, je mettrais vrai. Heu, Après, je sais qu'il y a certains tuteurs qui mettraient faux. Dans l'espace entier, la probabilité de trouver l'électron vaut 1. Ouais, en fait, c'est logique, hein, si on prend, un atome, qu'on cherche dans tout l'espace, forcément, on va trouver son électron. La variation de densité électronique est en accord avec le principe d'Heisenberg d'incertitude d'Heisenberg. Alors,
Je sais pas pourquoi le prof a un délire avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. À chaque fois, tous les ans, il va faire tomber, ta 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 est en accord avec, le principe d'Heisenberg, il faut mettre vrai et quand c'est pas en accord avec le principe d'Heisenberg, il faut mettre faux. Donc, c'est tout le temps, la même phrase. Faut mettre vrai quand c'est en accord et faux quand c'est pas en accord. Parce que des fois, il change, même le début, il change et on se rend compte que en fait, c'était vrai. Du coup, le principe d'incertitude d'Heisenberg, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait? Donc on va prendre une masse, donc une particule. Faut bien comprendre qu'une particule, sa caractéristique, c'est d'avoir une masse. Heu, pardon, un corps, pas une particule. Un corps, sa caractéristique, c'est d'avoir une masse m et s'il est en mouvement sur une trajectoire, on va lui attribuer une vitesse, un vecteur v et au même instant, ce corps, donc avec une masse m en mouvement avec une vitesse v, on ne peut pas connaître sa position et sa quantité de mouvement. Donc la position, on va la noter x et la quantité de mouvement, on va la noter p. Alors la quantité de mouvement, c'est, p égale m fois v, donc p égale masse fois vitesse. Et ce principe, c'est un peu ce qui va construire le modèle probabiliste, et l'équation de Schrödinger qu'on verra, juste après. C'est un peu grâce à ça qu'on va découvrir, tout ce qui suit, dans ce cours. Donc l'incertitude de ces 2 paramètres est de la forme delta x fois delta p, heu, supérieur ou égal à h sur 2π. Alors, comme p est égal à m fois v, donc delta P est égal à m fois delta V. Alors pourquoi on ne prend pas delta M? Il y a pas de piège dessus de toute façon, hein, c'est juste pour une compréhension. Pourquoi on fait pas delta M? C'est parce qu'un corps, on va justifier ça parce qu'un corps ne va pas perdre de la quantité, de matière. On va pas, heu, on va pas enlever 1 gramme à un corps comme ça. Parce que parce que. Donc on dit qu'il a une masse fixe, par contre la vitesse va varier. Donc, si la vitesse varie, on a delta x fois delta v qui est supérieur ou égal, pareil, à h sur 2πm. Or, m, c'est quelque chose qui est extrêmement petit, qui est même pas représentable. Donc l'incertitude, elle est extrêmement grande. Parce que si on divise par quelque chose de très, très petit, on a un résultat qui est extrêmement grand. Heu, du coup, encore une fois, ce qui est en accord avec la conception probabiliste du mouvement, donc c'est ce qui va nous permettre de former, les orbitales. L'équation de Schrödinger. Donc les fonctions d'onde, on va les appeler orbitales. Donc ça va être des cases, on va prendre des cases littéralement et on va mettre dedans, nos électrons. Donc les fonctions d'onde sont des solutions d'une équation différentielle d'ordre 2. C'est quelque chose d'un peu mathématique. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que c'est, juste vous l'apprenez. Donc les orbitales, c'est des solutions de l'équation de Schrödinger. Pour un atome, on va avoir un seul électron, c'est pour un atome, pardon, un seul électron. Cette équation est de la forme quelque chose d'abject égale E psi. Donc, et on va noter que tout ça, c'est H, grand H, opérateur hamiltonien. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, pour être honnête. Personne ne sait ce que c'est. J'ai déjà demandé à des dizaines de tuteurs, personne ne connaît la réponse. Tout ce que vous devez savoir, c'est que E psi, il varie en fonction de z carré et de ça. Voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir. C'est les seules questions que j'ai vues dessus.
Il pose normalement jamais de questions en vrai, hein, je sais pas combien de temps ça fait qu'il a posé une question dessus, mais ça doit faire très, très longtemps, ça doit faire peut-être une dizaine d'années, je dis peut-être une bêtise. En tout cas, j'en ai vraiment jamais vu, dans les annales récentes. Donc, moi, je vous conseille de l'apprendre. Encore une fois, moi, j'apprends juste, le petit truc là. Enfin, j'ai juste appris ce petit truc là, parce que j'étais tombé en annales un peu avant, enfin longtemps avant plutôt. Mais, je passerai pas, 10 minutes dessus, hein. Moi, je zappe direct, parce que c'est trop compliqué, à comprendre. Donc l'équation n'a de solution que pour des systèmes à un électron. Alors, le seul truc chiant avec l'équation de Schrödinger, ça va être qu'on peut pas avoir de solution pour les autres atomes que l'hydrogène. On va pouvoir s'en rapprocher. D'ailleurs, on s'en est tellement rapproché que certains pensaient que c'était vrai, dans l'histoire. Mais en fait, non. Et les solutions sont des fonctions d'onde, ou orbitales. Les solutions, donc, les fonctions d'onde ou orbitales, vont nous fournir des valeurs propres de l'énergie qui est quantifiée, elle, et qui complète le modèle quantique de Bohr. Et donc, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, on pensait qu'on avait tout trouvé. Et on va comprendre que en fait, c'était pas vraiment tout, mais on va quand même faire un modèle d'orbital. Donc, qu'est-ce que c'est une orbitale? Il faut d'abord comprendre qu'on a, comme tout à l'heure, les 4 nombres n, l, m et s, donc on va pas refaire. Par contre, qui vont prendre des valeurs comme ça. Donc, on va s'intéresser à ce tableau de valeurs. Donc, pour une valeur de L qui est égale à 0, on a donc n qui est égal à 1, hein, pareil, par exemple. Oui, on a toujours n, pardon, qui est égal à 1. Donc, on va avoir une orbitale S, et on va avoir un nombre d'orbitales qui est seulement de 1. Donc, on va construire une orbitale de 1, donc une case. Ouais, elle n'est pas très belle la case, hein. On va construire une case S. La P, qu'est-ce que ça va être? On va avoir une valeur de L qui est égale à 1, et on va dire que le nombre du coup de cases, ça va être 3. Bon, mes cases, elles sont pas ouf. Et D, ça va être le maximum qu'on aura dans ce cours, hein, ça commence déjà à faire beaucoup. Ça va être 5 cases. Parce qu'on a une valeur de L qui est égale à 2. Donc c'est 2L plus 1 orbital, comme on a vu là. Donc, est-ce que quelqu'un veut se démute et me dire combien d'électrons on peut mettre dans la case S, par exemple? 2, Ouais, c'est ça. Dans la case P 6, et dans la case D, 10. ça va. Donc, ça, c'est le principe des orbitales. Encore une fois, quand on remplit une orbitale, il faut avoir des spins différents, donc un en haut et en bas. Donc là, c'était un truc de terminale, un cours que Tristan, je crois, nous avait fait en terminale. Il nous avait montré ça. Alors, alors bien sûr aussi, on a une symétrie des orbitales parce que sinon, c'est pas drôle. On va représenter les orbitales de façon sphérique, de façon, heu, comment dire? En altère croisé ou en truc complexe, on s'en fout de ça. Donc pour les orbitales S, en fait, ça va juste être des ronds. Ça va juste être des sphères qui vont s'ajouter. Donc ça va faire un peu comme ça, plutôt comme ça, une sphère qui va de plus en plus grossir. Donc c'est pas très, compliqué. Là où ça se complique un peu, c'est l'orbitale P qui va nous donner, ce genre de trucs, des trucs un peu bizarres qu'on va appeler des haltères. Je vais voir s'il n'y a pas sur internet quelque chose qui est un peu mieux que ça. Ah ben non, directement dans le cours, on a mieux que ça. Voilà. Donc encore une fois, non, ça je l'ai je l'ai dit. Ah oui, et
ça, c'est une phrase un peu à apprendre par cœur. Les orbitales sont normalement représentées dans des dans les pardon, dans les enveloppes virtuelles. Donc S, ça va être une sphère de plus en plus grande. P, ça va être ce genre d'altère, et cetera. Par contre, c'est pas l'espace entier, donc ça va pas être égal à 1, ça c'est sûr. Mais on va dire que ça varie entre 0,8 et 0,9. Donc ça, c'est un piège qui tombe tout le temps. Ils vont mettre 1 à la place de 0,8, 0,9. Ils vont mettre 0,8, 0,9 pour l'espace entier et pas que dans les enveloppes. Ça, c'est des pièges qui retombent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, là, on va être sur les orbitales S et leurs caractéristiques. Là, même pas, ils en parlent. Bon, là, ça va être les orbitales S. Elles vont avoir plusieurs caractéristiques. Je sais pas si on va s'attarder. Ouais, si on va s'attarder là-dessus. Ils l'ont juste pas mis, donc je prends juste prendre euh, juste prendre le cours de Medibox parce que là ils l'ont pas mis. Ça serait un peu bête de passer à côté. Donc en gros, les orbitales S, elles vont être représentées comme ça. Donc on a 1S, 2S, 3S, etc. Et en fait, on va avoir une isotropie dans ces orbitales S. Donc qu'est-ce que ça veut dire une isotropie? Qu'est-ce que ça représente concrètement dans une orbitale? En gros, vu que c'est une sphère, vu qu'on va toujours être sur, normalement on va s'approcher du bord de la sphère, beh, on va toujours avoir, un rayon entre le centre et notre électron qui va à peu près être le même. Et c'est pour ça qu'on va dire que on va avoir une réactivité équivalente dans l'espace donné. Donc une isotropie, réactivité équivalente entre le noyau et l'électron. Il ne faut pas perdre en tête qu'on est bien sur des électrons et pas le noyau ici. Donc concrètement, toutes les autres, donc les P, les D et les F, vont être anisotropes, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une réactivité équivalente. Et ça, c'est une phrase qui tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une phrase qui piège pas forcément beaucoup dessus. Je crois que c'est souvent sphérique, isotropie. Donc je crois qu'il piège pas souvent dessus. Mais il faut la connaître quand même, parce que si le jour du concours on tombe sur ça, on connaît même pas le cours. Enfin, on connaît même pas le mot, pardon. Ça va être un peu compliqué à comprendre. Les orbitales P, qu'est-ce que c'est? On va avoir 3 orbitales P, donc Px, Py et Pz, donc dans cet ordre exactement. Donc, heu, on va avoir une forme, une géométrie qui est plutôt altère, donc ça va être ça. Je sais pas vraiment ce qu'ils représentent par altère, mais, moi c'est même pas une ellipse en fait, c'est 2 ellipses qui sont collées et ça s'agglomère un peu comme ça. Donc dans tout ça, on va avoir une probabilité de 0,809 et dans tout ça, du coup, pour les 6 électrons, on va avoir une probabilité de 0,809 fois 6. Donc on va avoir une symétrie de révolution autour des axes, bien sûr. Donc en gros, parce que ça en fait, ça tourne, hein, un électron, ça tourne et on va avoir une symétrie, autour d'un axe. En gros, ça va être comme un pick-up-brochette. On a l'axe, c'est le pick-up-brochette et on va dire, notre viande ou des légumes, ça va être, l'enveloppe de l'électron. L'enveloppe, qui contient l'électron, donc l'orbital. On peut avoir quelque chose qui est négatif ou positif, mais ça tombe pas vraiment. C'est juste que c'est antisymétrique et il faut le retenir. Donc la probabilité de présence la probabilité de présence d'un électron est nulle
dans, le plan perpendiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans le plan nodal, le plan qui est perpendiculaire, on va avoir le noyau. Donc, ici, là, le centre. En fait, on va avoir le noyau, parce qu'il est toujours là, hein, c'est toujours un atome. Le problème, c'est que le noyau, on ne peut pas, coller l'électron dessus directement, on ne peut pas le coller, donc la probabilité de présence est nulle. C'est tout con. Et il faut bien préciser que toutes les orbitales P, pardon, donc Px, Py et Pz1 ont toutes la même énergie et elles coexistent. Qu'est-ce que ça veut dire coexister? Ça veut dire que même si on n'a pas d'électron dans l'orbitale Py, bah, elle est toujours là. On ne peut pas, lui enlever sa place. Elle est là. Py est là. Les orbitales d, c'est un poil plus complexe à comprendre, même vraiment plus complexe à comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est les orbitales d exactement? Donc, elles sont au nombre de 5. Donc, dx carré moins y carré et dz carré. Donc, ça, c'est entre guillemets les deux spéciales en fait. Ça va être deux orbitales qui vont sortir du lot parce qu'elles ont un carré. Et les trois autres orbitales, dxy, dxz et dyz. Donc elles sont en ellipse croisée. Je me représente plus ça comme des ballons de baudruche. Après, à vous de voir, comment vous préférez, vous le représenter. Sauf les 2 spéciales, encore une fois, elle a une forme très, très bizarre. On dirait une tétine, double, genre, c'est bizarre. Et ça, on dirait plus celui-là, mais avec des axes différents. Donc, elles présentent toutes une symétrie radiale. Ouais, c'est ça et en plus, pardon, je recommence. Elles présentent toute une symétrie radiale et les 2 spéciales vont présenter une symétrie de révolution autour des 2 axes et les 3 autres vont représenter une symétrie dans le plan. Parce que, ouais, parce que là, on est sur un plan et là, on est bien sur des axes, hein. Et c'est simple à voir que là, on n'a pas une symétrie dans le plan, parce que là, on mélange les 2. Bon, le problème des orbitales d, c'est un peu ce qui est compliqué à comprendre, c'est que sur le plan énergétique, elles vont avoir quelque chose qui est un peu chiant. Donc elles sont dégénérées, normalement, elles sont toutes dégénérées, donc elles sont, on va dire, toutes de même énergie. Par contre, on peut enlever cette dégénérescence. On peut enlever, grâce à l'application d'un champ magnétique ou d'un champ électrique, on peut enlever cette dégénérescence. On peut enlever leur état de même énergie. Donc, elles peuvent avoir plusieurs états. Donc, la somme totale, c'est toujours la même énergie, sauf qu'elles se sont scindées en deux. Les deux spéciales sont montées et les trois normales sont descendues. Alors, comment on sait ce que c'est des gamma et ce que c'est des epsilon? Moi, on m'a donné la technique, c'est que là, on a 2 points. Là, on a 2 petits points. Et là, on en a 3. Donc, on en a 2 ici, c'est les 2 spéciales, et les 3 normales, elles sont en bas. Et après, si vous êtes un peu, si vous arrivez bien à le voir, en fait, pourquoi les 2 spéciales, entre guillemets, elles montent? C'est parce qu'il y a pas trop d'interaction, c'est plutôt c'est un peu plus, c'est un peu, comment dire? C'est un peu moins stable. Il y a pas trop d'interaction qui peut les stabiliser, alors que là, oui. Faut pas oublier que plus on monte vers le haut, plus c'est instable, hein. Donc, voilà et on appelle ça la levée de dégénérescence, je l'ai dit normalement.
Euh, donc, les atomes vont se lier. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Parce que dites-moi si vous voulez que je réexplique, parce que là, c'est un peu une partie qui est beaucoup plus compliquée. Si vous avez des questions, dites-moi, je prends d'autres PDF, je vous explique différemment. Non? Non, c'est bon, ça va. Ok, ok. N'hésitez pas, hein. Donc, la liaison entre atomes, donc les orbitales moléculaires. Donc, une liaison entre deux atomes A et B, donc c'est la conséquence de la mise en commun des électrons pour former un doublet électronique. Donc, normalement, ça c'est terminal, c'est première terminale, normalement ça vous l'avez fait. Vous savez qu'on doit mettre en commun les électrons pour former une liaison. Le recouvrement des orbitales, là c'est chiant, le recouvrement des orbitales atomiques va donner des orbitales moléculaires. Donc là, ça va être une partie qui fait un peu de débat. Une orbitale moléculaire est décrite comme une combinaison linéaire des deux orbitales atomiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une orbitale moléculaire, donc une orbitale de liaison entre deux atomes, elle va, elle va être caractérisée par deux orbitales atomiques. Une OM, on ne va pas dire que c'est égal à deux orbitales atomiques, mais une OM va être caractérisée par deux orbitales atomiques. Bon, pardon. Bon, après, ça, c'est pas le plus important. Euh, Là, du coup, par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple, ça va être le dihydrogène, donc une molécule diatomique, donc 2 atomes, homonucléaire, 2 mêmes noyaux, 2 molécules de même noyau, du dihydrogène. C'est le plus simple à voir. Donc du coup, les 2 atomes d'hydrogène, de configuration 1s, sont décrits par, la même OA. Donc celle-là, psi 1s. Et on va dire que la combinaison linéaire de 2 orbitales atomiques conduit à 2 solutions pour OM. Donc 2 orbitales atomiques forment bien 2 orbitales moléculaires, mais attention, une orbitale moléculaire est bien caractérisée par 2 orbitales atomiques. Est-ce que vous avez bien compris cette phrase? Notez-la. Parce que je sais que c'est un truc qui tombe en QCM, que tout le monde fait faux, même certains tuteurs, ils ont fait faux, même, enfin plusieurs tuteurs, font faux, même le TAM, il comprend pas ce que ça veut dire. Donc, si vous demandez à d'autres gens, enfin si vous demandez à d'autres gens, il y en a sûrement qui vont avoir la réponse, mais moi j'ai vu plus de bêtises là-dessus, sur Medibox et sur Objectif-Pass et sur le TAM, qu'une vraie réponse. Donc 2 orbitales atomiques égale 2 orbitales, moléculaires, mais une orbitale moléculaire est caractérisée par 2 orbitales atomiques. Bon, tout ça pour dire qu'on va avoir une liante et une non liante, une anti-liante. Donc ça, c'est un peu comme, les doublés non liants, en fait. Les doublés liants et non liants. Ça, normalement, c'est facile à comprendre. En gros, on va avoir, 2 orbitales moléculaires d'énergie différente et vu que c'est plus énergétique, c'est moins stable et donc ça va pas entraîner une liaison, heu, donc l'orbitale antiliante ne va pas entraîner une liaison. Juste je bois. Donc on va avoir un diagramme moléculaire avec des niveaux d'énergie, des 2 orbitales atomiques, là, et des 2 OM résultantes, celles-là,
donc la sigma étoile, l'antiliante, et la sigma normale, la liante. Donc on peut voir sur le schéma qu'on a un abaissement, on a clairement un abaissement ici, de l'énergie totale. Donc la liaison va faire perdre de l'énergie. Et en fait, c'est ce qu'on veut. On veut, nous, pourquoi on veut chercher à faire une liaison? C'est parce qu'on veut à tout prix avoir une énergie, d'orbitale moléculaire, donc de liaison, qui est bien inférieure à l'énergie de base. C'est une question de stabilité, en fait, juste moins on est énergétique, plus on est stable. C'est un peu comme un enfant, quand il est hyperactif, il bouge partout, heu, alors que quand il est, au repos, tout se passe bien, on va dire. Les, 2 OM, présentent des différences de densité, de probabilité, nin nin nin. Donc c'est ce qu'on a dit. En fait, on va voir celle-là qui ne va pas former, de liaison, encore une fois, ça va être une antiliante. Et qui va faire qui va être plus énergétique, donc moins stable. Donc si, par hasard, on a une, orbitale, antiliante qui est occupée, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va prendre, du dihélium. Normalement, vous avez jamais entendu ce nom et c'est normal. Donc on va avoir 4 électrons qui sont placés par paire sur les niveaux, d'énergie sigma et sigma étoile. Donc, encore une fois, on ne peut placer que 2 électrons ici et 2 électrons là. Donc on va les placer et on se rend compte qu'on a autant d'électrons sur la liante que sur, la non liante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on n'aura aucune liaison parce qu'on ne peut pas en fait, lier les 2. On ne peut pas lier parce qu'on va avoir quelque chose qui est moins stable que ce qu'on avait de base. Donc vous voyez qu'on a une augmentation de l'énergie et donc une baisse de la stabilité et ça sert à rien en fait. La nature, elle veut pas de ça. On veut pas, même nous, on veut pas de ça, donc ça sert à rien qu'on en crée. Ça sert à rien que ça existe. Donc la liaison n'apporte aucun gain de stabilité, la molécule H2 n'existe donc pas et on va parler d'ordre de liaison qui va être nul. Donc, OL, ça va être, hem, liante moins anti-liante sur 2. Moi je l'ai appris comme ça. On fait 2 moins 2 sur 2, ça fait 0 sur 2, ça fait 0. Donc on a quelques valeurs à connaître. Bon, encore une fois, c'est de la médecine, hein, donc on doit connaître des trucs par cœur, c'est comme ça. Donc soit vous faites vous-même le tableau, celui-là là, soit vous le faites, soit vous apprenez directement par cœur, les valeurs. Donc vous savez ce qui va le plus vite, hein, c'est d'apprendre directement par cœur. Là, c'est pas trop chiant, mais sur d'autres cours, ça peut être un peu plus chiant d'apprendre des trucs direct par cœur, des tableaux par cœur. Donc la valeur d'ordre de liaison, les valeurs d'ordre de liaison à connaître, c'est H2 égale 0, HE2 pardon égale à 0, H2 égale à 1, H2+ égale 1 demi et HE2+ égale 1 demi, pareil. Et à partir, de la deuxième période, donc de la deuxième colonne, pardon, de la deuxième ligne, les éléments possèdent des électrons internes et externes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la règle du duet et de l'octet, mais en gros, quand c'est inférieur à 2 électrons, inférieur ou égal à 2 électrons, on a besoin que de 2 électrons
et quand c'est supérieur strictement à 2 électrons, on a besoin de 8 électrons par, pour avoir, quelque chose de stable. C'est la règle du Dewey, quoi. Je sais pas pourquoi elle est là, mais c'est comme ça. Du Dewey et de l'octet. Bah, là, c'est pareil. Donc quand on dépasse la deuxième ligne, donc je sais pas si vous voyez le tableau, périodique des éléments. Donc on a d'abord, l'hydrogène, puis l'hélium et quand on arrive au lithium, jusqu'à tout le reste, on va normalement avoir, plus d'orbitales, et on va avoir plus, d'électrons et donc on va avoir une couche interne, qu'on va appeler les électrons de cœur pour la première couche interne et les électrons externes, donc les couches externes. Donc ça va être soit des électrons S, soit des électrons P, soit des électrons D. Par contre, la première couche, c'est toujours S, hein. Les combinaisons des OA, pour former les OM est un peu plus délicate, donc on va le voir. On doit retenir 3 principes. Seuls les électrons de valence sont à prendre en compte. Les autres n'apportent, qu'une contribution nulle lors de liaison. Donc, c'est ce que je vous ai dit, les électrons de cœur ne vont rien apporter à la liaison. Heu, Seuls les OA d'énergie peu différente forment des OM et la formation des OM doit conserver les éléments de symétrie des OA, du système initial. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On doit, avoir normalement une symétrie axiale si on avait une symétrie axiale, une symétrie de réflexion par rapport à un plan si on avait une symétrie de réflexion par rapport à un plan. Alors on va distinguer 3 combinaisons possibles, mais en fait on va en distinguer que 2 parce qu'elle, elle n'existe pas, mais on va quand même la faire parce que dans le cours il le fait, mais après il nous dit: «Ouais en fait non elle n'existe pas». C'est comme ça. Je sais même pas si elle est à apprendre ou pas du coup. Heu je vais poser la question à des tuteurs, pour, savoir ce qu'ils en pensent. Mais cette année, en tout cas, il nous a dit qu'elle n'existait pas et que, voilà. Donc on a, 2 cas à considérer, une formation d'une OM conservant une symétrie axiale et un deuxième cas conservant une symétrie de réflexion par rapport à un plan. Ah, je vais aller trop vite. Donc le premier cas. Combinaison, entre 2 orbitales s. Donc on va avoir une conservation d'une symétrie axiale. Donc ça va nous faire ça, en fait, hein. La combinaison SP, ça va nous faire ça. Il nous a dit qu'elle n'existait pas. Je sais pas si vous la connaître, je sais même pas si ça tombe, en fait. Et les combinaisons PP, ça va nous faire ça. Encore une fois, je sais même pas s'il faut les apprendre. Honnêtement. Donc le recouvrement se fait selon un axe de révolution pour les OA ou parties d'OA de même signe. Donc c'est ça. En gros, quand c'est le même signe, on va avoir quelque chose qui va se recouvrir en fait, qui va s'allonger, qui va se recouvrir. Et quand c'est, heu, et quand c'est pas de même signe, bah, ça va juste rester en fait. Ça va rester comme c'était entre guillemets, ça va prendre normalement la forme, d'avant. Juste on va absorber un petit peu, du volume. Ah oui et quand on va avoir une orbitale sigma, on va avoir une liaison qui est très stable, donc très forte. Or, dans le deuxième cas, on va avoir ici, une liaison pi. Donc les liaisons pi, elles vont être relativement faibles. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le plan nodal qui va le traverser, en fait. Donc ça va être ce petit truc. On va avoir, quelque chose
qui est même pas collé à l'axe, du coup, parce qu'il y a le noyau, hein. Et on va avoir un recouvrement qui concerne uniquement 2 orbitales p et pas d'orbital s. On va prendre l'exemple du fluor, donc qui a un Z égal à 9. Donc on va, ah oui, je vous ai pas montré comment on recouvre. Juste 2 secondes. Mmh. Normalement, je peux vous le montrer. Normalement, il y en a plein sur internet. Non, 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 non. Heu, voilà, c'est ça. Alors en fait, on va remplir comme ça les orbitales. On va avoir d'abord un S, 2, 2 S, 2. Donc le premier S, c'est parce que c'est la première orbitale S qui vient. Et le petit 2, ça va être le nombre d'électrons qu'on va pouvoir mettre au maximum. Donc par exemple, pour un élément comme le fluor, on va pouvoir faire donc un S2, il y en a 9 hein, dans le fluor, 2 S2, 2 P 5. Donc voilà, on peut faire ça pour le fluor et ça va se remplir de cette façon. Donc 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, etc. Et normalement, ça je pense que je vais vous envoyer un tableau comme ça qui va vous apprendre comment remplir ou une vidéo directement, comment bien remplir, les orbitales. Comme ça, il y aura aucune façon de se tromper normalement sur ça. Donc comme on a dit, 1S2, 2S2, 2P5. Donc on va s'intéresser que à la couche externe. On enlève les électrons de cœur. Et on va prendre, les électrons de la couche externe. Donc on est directement ici. Donc on a les électrons de cœur, encore une fois ici, on ne va pas y toucher. On a 4 électrons sur 18 du coup. On ne va pas y toucher. Donc ici, on va avoir les 5 à placer et les 5 de l'autre. Donc comment on va faire? En fait, ça va être assez simple. Donc on va refaire ça. Tac. Bon, alors je dessine assez bien, hein. Donc on va placer les premiers ici. Donc sachant qu'il y en a un, 2, qu'il y en a un, pardon. On va après placer un ici. On enlève. Puis un deuxième de chaque côté. Puis encore une fois, on enlève. Tac. Tac. Et tac. Donc on se retrouve avec des électrons sur les couches ci-dessus. Donc ça, on va pas y toucher, on s'en fiche un peu. On se retrouve avec des électrons sur la couche sigma Z, sur la couche pi x étoile, donc pi y et pi y étoile. Donc on se retrouve sur 5 couches différentes. Et on va devoir, encore une fois, regarder qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est l'ordre de liaison. Donc on va les compter. On voit qu'il y en a 8 sur des orbitales liantes. Encore une fois, les liantes, c'est celles qui n'ont pas d'étoiles.
Donc 8 moins 6, le tout on divise par 2, ça fait 1. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. C'est ici. Du coup, qu'est-ce que nous dit cet ordre de liaison? Il nous dit, grâce à la construction du diagramme moléculaire, on va pouvoir établir que l'ordre de liaison est égal à 1 et que la liaison F2 existe bel et bien et est assez stable, voire très stable. Donc pourquoi on dit qu'elle est très stable? C'est parce que, on va pouvoir associer 2 fluors en fait entre eux, donc on va bien pouvoir faire une molécule de difluor. Et on va avoir une liaison entre les 2. Alors, on va pour faire simple, si l'ordre de liaison il est égal à 2, on va pouvoir faire une double liaison. Par exemple, carbone-carbone. On peut faire une double liaison, comme on peut faire une triple liaison, comme on peut faire une quadruple liaison sur un carbone. C'est de 4, si je dis pas de bêtises, mais de toute façon, on ne le voit pas dans ce cours, on s'en fout. Donc, et après, on va faire la somme des spins, parce qu'on va voir s'il est magnétique, diamagnétique ou paramagnétique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en début de cours, en début d'atomistique. Il faut différencier les deux, parce que c'est un peu mieux. Pour le concours, il le demande. Mais encore une fois, on peut simplement prendre par cœur les exemples et ça va 100 fois plus vite que d'essayer de comprendre ce cours, hein, malheureusement. Parce qu'il fait tomber que les exemples du cours, ce prof. Donc on a que des électrons qui sont appariés ici, donc ça va être très facile. Vu qu'ils sont tous appariés, c'est diamagnétique et donc le spin total est de 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une molécule diamagnétique exactement? Ça veut simplement dire que quand on la place dans un champ magnétique, la molécule, elle va être repoussée vers les régions à champ magnétique faible. Et paramagnétique, ça va être l'inverse, on va avoir une attirance vers les régions fortes. Donc, dans un cas, on repousse, dans un autre cas, on attire. Et le fluor est diamagnétique, donc S égale 0. Donc, on va prendre un deuxième exemple, ça va être celui du dioxygène. Et après, on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter à l'acide fluorhydrique, parce que ça aura déjà fait une grosse partie du cours. Donc, le dioxygène, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être simple. On va voir comme le fluor, on va placer exactement pareil nos spins. Donc toujours pareil, on les place un par un, on ne touche pas aux électrons de cœur et on va tout simplement trouver l'ordre de liaison qui est égal à 2. Donc on va pouvoir faire une double liaison et un spin nucléaire, pardon, un spin magnétique qui va être de 1. Donc, qui va se retrouver dans un champ fort si on lui exerce un champ magnétique. Donc encore une fois, c'est des exemples, on peut simplement apprendre par cœur ça ou se compliquer la tête et apprendre à bien tout faire, etc. Après, moi, je privilégie la compréhension, mais je comprends tout à fait qu'on peut simplement apprendre un tableau bêtement par cœur, surtout que ça tombe toujours la même chose, encore une fois, et que c'est 100 fois plus simple. Après, vous avez le temps, essayez de comprendre, c'est toujours très, très utile, même pour la chimie organique que vous allez faire un peu plus tard. Et on va s'arrêter ici sur le dernier exemple de la première partie, les molécules diatomiques hétéronucléaires, donc 2 atomes hétéronucléaires, pas le même noyau, donc 2 atomes différents qui vont se lier. Donc on va avoir des règles très précises.
Donc les 2 atomes peuvent avoir des orbitales atomiques différentes, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont différents et les orbitales, atomiques de même niveau, de même type pardon, ont des niveaux d'énergie différents. Donc on va avoir quelque chose qui est assez dissymétrique en fait, au niveau, à ce niveau-là. On va avoir quelque chose qui est très dissymétrique et qui est un peu bizarre. Au niveau du diagramme moléculaire, voilà. Heu, donc on va encore une fois placer de la même manière en fait, hein, ça change pas, hein. On va placer de la même manière les, électrons. Donc on voit par contre que l'énergie fondamentale du fluor est bien plus faible que celui, de l'hydrogène. Mais qu'on a quand même un abaissement global de l'énergie, donc de la stabilité. Donc on a un ordre de liaison, qui va être, de 1 normalement, ouais, qui va être de 1 et on va avoir un spin de 0, donc une molécule qui va être diamagnétique. Mais du coup, au niveau, de l'OM, sigma Z, donc celle-là, heu, on va être plus proche de celle du fluor, encore une fois, que de celle, de l'hydrogène parce qu'on va avoir une énergie qui est beaucoup moins élevée au niveau du fluor. Comme je l'ai dit 10 fois à peu près dans ce cours, plus c'est stable, plus c'est un niveau énergétique bas, mieux c'est et c'est ce qu'on veut et la nature ne veut pas quelque chose d'instable. Donc on veut toujours aller plus bas. Donc on a toujours une orbitale moléculaire plus proche de l'OA la plus basse. Encore une fois, on n'aura que cet exemple dans le cours, donc juste apprenez cet exemple. Et il va nous sortir une formule, un peu random, en nous disant que, les électrons de liaison sont plus proches du fluor, donc que le fluor attire, les électrons, liants. Donc on va avoir une électronégativité plus importante au niveau du fluor. Une dissymétrie du nuage électronique, donc on va avoir quelque chose qui est très, très centré sur le fluor avec les sigma plus les delta plus et delta moins, les pôles électroniques que vous connaissez normalement. Donc on va avoir une molécule en fait qui va vraiment être dipolaire. Quelque chose qui est plus et quelque chose qui est moins. Et tout ça va être, caractérisé par un moment, dipolaire, permanent. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être cette formule, le moment dipolaire permanent, il est égal à 48 fois QE, le tout fois, la distance séparant les 2 centres des atomes. On dit barycentre parce que c'est, le centre des noyaux, et c'est pareil les 2 centres positifs et négatifs, quoi. Donc c'est vraiment une formule qu'il a sortie de random, mais qui tombe vraiment. Et moi, je l'ai bêtement apprise par cœur, en apprenant que Q sur E en coulomb, bien sûr, c'est la charge en unité électronique. Donc, que D, c'est la distance entre les 2 barycentres et que U, ça va, entre guillemets, montrer vers où les électrons vont plus aller. Donc là, on va plus avoir des électrons qui se forment au niveau, du flux. On va plus avoir des électrons qui se concentrent, pardon, au niveau du fluor. Au plus on va avoir un atome électronégatif, au plus on aura une dissymétrie qui est très, très grande. Et là, c'est le cas, du fluor. On va avoir une dissymétrie qui est énorme parce que justement, l'électronégativité est énorme. Mmh. Donc là, la différence d'électronégativité, entre l'acide fluorhydrique et l'acide chlorhydrique, montre que l'acide fluorhydrique est bien plus fort que l'acide chlorhydrique. Heu, Ça peut tomber ça, donc c'est déjà tombé cette phrase.
et c'est assez facile, on va dire. Voilà, je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Non? Il y a aucune question? Non. Non, c'est bon, merci. OK, OK. Bon, bah, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Comment on fait pour Mmh.